Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc je suis hyper ravie de parler aujourd'hui de neuropédagogie, qui est ma petite marotte et ma passion. Donc on va vous emmener dans ce webinaire qui durera 45 minutes. Et un petit peu de présentation tout d'abord. Donc moi je suis Clarisse, je suis la CEO d'Omind Neurotechnologie, une entreprise qui utilise les neurosciences et la technologie pour créer de nouveaux supports pour le coaching, pour la formation et pour les self-assessments, les autodiagnostics. J'ai un passé dans la recherche, j'ai été beaucoup en entreprise et je suis revenue à mes premières amours chez Omind pour m'intéresser à la pédagogie. Voilà. Et donc je suis accompagnée par Emmanuel qui va se présenter également. Oui, bonjour à tous et bienvenue et ravie d'être ici avec vous. Donc moi c'est Emmanuelle et je suis coach professionnel certifiée, je suis formatrice et je suis aussi experte certifiée aux outils d'Omind depuis 2021 avec qui je collabore et de qui j'apprécie énormément les outils. Avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie, surtout dans des multinationales, à différents postes à responsabilité. Et je suis maintenant aussi accréditée par l'ICF, pour ceux qui connaissent, PCC, avec qui j'ai plus de 1500 heures d'accompagnement à mon actif. Voilà. Bon, bah, vous avez compris, c'est du lourd pour ce webinaire. On va avoir le plaisir de vous emmener autour de 3 parties. D'abord, un petit balayage de ce qui se passe en neurosciences et qu'est-ce qui peut être utile pour nous, les pédagogues, quand on réfléchit à des programmes de formation. On vous fera vivre un petit extrait de la neuropédagogie Omind en live sur le sujet de l'intelligence collective. Et puis, on terminera par 2 cas d'usage que notamment Emmanuelle pourra nous exprimer avec ses mots puisqu'elle les a accompagnés de première main. Donc, merci d'être avec nous et on vous sollicitera sur quelques sondages pour que vous puissiez aussi contribuer. Et n'hésitez pas à contribuer également sur le chat. Alors, première partie, les neurosciences, quoi de neuf? On va notamment déjà parler de neurosciences. Alors, c'est peut-être pas un terme que vous manipulez tous les jours. D'abord parce que c'est un terme qui a plusieurs noms. On va parler aussi de sciences cognitives parfois ou de sciences comportementales. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder la recherche. Alors, par recherche, j'entends ce qu'il y a vraiment une accréditation de recherche, c'est-à-dire qu'il y a une publication dans une revue à comité de lecture. Donc, ce n'est pas juste la publication dans un magazine, on est vraiment dans de la publication scientifique. En tout cas, tout ce corpus de sciences, c'est un champ pluridisciplinaire, interdisciplinaire, qui va aller regarder tout ce qui se passe entre nos deux oreilles, avec de la biologie, avec des modes de fonctionnement, avec de la psychologie, et faire des liens entre tout ça, et qui va décrypter la manière dont fonctionne notre cognition, nos émotions, ou alors également nos relations aux autres. Alors, ce champ, si vous n'êtes pas familier avec ça, vous ne savez peut-être pas que c'est un champ qui a explosé depuis les années 2010, avec les progrès de l'imagerie, avec les progrès dans la data et dans l'IA. Eh bien, le nombre de publications scientifiques a été multiplié par 10 chaque année, ce qui fait qu'on a plus d'un demi-million de publications depuis l'an 2000. Et ça représente dans le monde entier, alors évidemment, il y a l'Europe qui investit, il y a aussi les US qui ont des programmes, et puis la Chine. Ça représente un investissement de plus de 100 milliards de dollars depuis le milieu des années 2010, donc dans la dernière décennie. Pour faire un petit parallèle amusant, en neurosciences, du coup, on a dépensé autant d'argent dans les 10 dernières années que ce qu'avait dépensé la NASA, donc les US, dans les années 60 pour conquérir la Lune. Voilà, donc quelque part, c'est la nouvelle quête, la quête intérieure et la nouvelle quête pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le cerveau, aujourd'hui, c'est plus tout à fait une boîte noire. On connaît quand même beaucoup de choses. Alors, je ne vous dirais pas que tout est connu, il y a encore des zones d'ombre, c'est normal, c'est quand même une machine extrêmement complexe. Mais on a des connaissances qui nous permettent d'appréhender la manière dont fonctionnent nos émotions, la confiance, enfin plein de thématiques qui sont regardées. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment comment on va apprendre. Et notamment sur ce domaine des compétences comportementales ou des fameuses soft skills, qui sont souvent des sujets qui sont difficiles. Je ne sais même pas si on peut parler d'apprentissage. En tout cas, on a plus un processus de développement que d'apprentissage. Alors, avant de rentrer dans la théorie, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir du concret. Donc, je vais vous lancer un petit sondage pour que vous puissiez contribuer pour tous ceux qui sont là. Alors, donnez-moi juste la possibilité. Hop. La question, c'est, normalement, vous devez voir le sondage qui va apparaître.
Donc la question, c'est quel écueil vous rencontrez aujourd'hui sur les formations en leadership, en management ou en soft skills? Donc vous avez plusieurs choix. Soit c'est une problématique que vous avez du mal à attirer les gens à se former sur ces sujets ou à ce qu'ils, de toute façon, ils débloquent du temps. Vous avez plutôt un problème de mesure et de référentiel, donc ça c'est le choix numéro 2. Ou vous avez plutôt une problématique de budget qui se resserre, surtout cette année, on l'a beaucoup entendu, et de choisir des modalités qui vont quand même être impactantes avec un budget un petit peu plus restreint. Bon, vous avez le droit aussi de dire que vous n'êtes pas concerné parce que vous ne faites pas de formation dans les soft skills ou vous voulez répondre autre chose. Dans ce cas-là, si vous voudriez répondre autre chose, d'ailleurs, on est preneur de vos réponses dans le chat. Alors, est-ce que vous avez pu contribuer? Alors, j'ai les votes qui continuent. Merci à tous ceux qui participent. Alors, je vois qu'il y a... Je vais arrêter les votes, vous avez eu le temps pour ceux qui sont là. On a une majorité de personnes qui parlent de manque de temps et de disponibilité, à égalité avec la difficulté de trouver la bonne modalité pédagogique avec des budgets parfois plus contraints, ou tout court, juste trouver les bonnes modalités pédagogiques. Et puis un peu moins le problème de mesure. C'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont mis en place des référentiels et aujourd'hui sont assez assertifs sur ce qu'ils veulent mesurer. Écoutez, on va rentrer dans ces 3 problématiques-là. Donc c'est bien, j'ai des éléments pour tout le monde. Alors, première chose qu'on peut regarder dans les neurosciences pour répondre à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut motiver quelqu'un à se former ou à se transformer, parce qu'en l'occurrence, quand on parle de soft skills, c'est presque de la transformation personnelle. Alors, si on regarde si on regarde tous les champs dans les neurosciences, ce qui va beaucoup ressortir, c'est que finalement, il faut aller toucher les gens aux émotions si vous voulez qu'ils se forment. Donc, aller leur expliquer par A plus B qu'il faut qu'ils se forment, ça ne marche pas très bien. Le bâton, ça ne marche pas très bien non plus. Ce qui marche, c'est d'aller toucher les gens aux émotions, vos apprenants aux émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez cette référence assez incontournable dans le domaine du learning, mais en fait, en réalité, on a regardé plusieurs sources, beaucoup plus larges que juste une seule référence. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Finalement, pour que les gens aient envie de se former sur les soft skills, il faut que ça vienne d'eux. Un des vecteurs qui fonctionne très bien, c'est d'aller les aider à prendre du recul sur eux-mêmes, et notamment sur leurs émotions, sur leur fonctionnement émotionnel. Et puis, vous avez la petite touche magique, c'est que vous pouvez les engager beaucoup plus si vous générez une expérience positive d'apprentissage, bienveillante, et également avec des récompenses. Voilà. Donc, appuyer sur la pompe à émotions positives, ça marche aussi. Voilà pour la science. Alors, effectivement, le sujet aussi, ça peut être d'autres problématiques. La deuxième problématique, c'est quoi mesurer? Alors, quoi mesurer, ce n'était pas forcément ce qui ressortait beaucoup, parce que c'est vrai, je vous le disais, beaucoup d'entreprises ont déjà investi dans des référentiels dans les 2-3 dernières années. On a vraiment vu un virage. Vous allez avoir des comportements cibles, les comportements du manager ou le référentiel de leadership, chacun a un peu son nom. Et puis, on va avoir des choses très concrètes dedans, qui vont être pratiquer le feedback pour un manager, ou alors adopter les nouvelles technologies, être ouvert à l'innovation, ou alors encore être orienté résultat. Donc ça, c'est super, c'est un excellent point de départ. Mais en même temps, souvent, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a 2 problèmes. Le problème, c'est que pour aller mesurer ça, c'est encore trop subjectif. Il y a trop de contexte. Donc, vous allez pouvoir mettre en place que des mesures qui sont un peu imparfaites et toujours un peu... qui manquent d'objectivité. Donc, ça, c'est le premier problème. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas super actionnable. Parce que si je vous dis, vous êtes manager et puis qu'on vous dit, faut que tu t'améliores sur être orienté résultat, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est quoi la formation que je mets en place? Qu'est-ce qui va vraiment générer ce changement de comportement ou ce changement de focus? Et c'est là où les neurosciences apportent quelque chose de super intéressant. Alors, en neurosciences, on appelle ça des fonctions, mais on peut dire dans le langage commun que c'est des compétences, tout bêtement. C'est qu'en réalité, si vous vous arrêtez au comportement, vous êtes un peu dans
la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se passe chez une personne derrière ça, ou au plus profond dans ses compétences qu'il est capable de mobiliser. Et ça, on est très bien capable de le mesurer d'un point de vue scientifique. Donc, ça a le gros avantage d'être mesurable. C'est des compétences comme l'empathie, la capacité à innover, à prendre des risques. Et en fait, on va avoir plusieurs compétences qui se mobilisent pour un même comportement cible. Par exemple, pour donner le feedback, pratiquer le feedback, il y a plein de compétences émotionnelles dans lesquelles on va aller puiser, qui sont de l'empathie, qui est la capacité aussi à faire passer un message de manière fine, au travers d'une meilleure écoute et d'un vocabulaire choisi qui va respecter la personne. Donc, il va y avoir plusieurs compétences qui vont être mobilisées dans un même comportement. Donc, ce qui est super si vous faites appel à des modalités plus scientifiques en fait, d'études, c'est que vous pouvez mesurer, vous pouvez aussi individualiser parce que chaque personne ne va pas avoir les mêmes leviers pour un même comportement. Je vous donne un exemple sur le feedback. Y a des personnes qui vont être trop empathiques et qui vont mal gérer leurs émotions, donc elles vont avoir peur de blesser. Donc ça, c'est eux, il va falloir leur apprendre plutôt à gérer leurs propres émotions et à prendre de la distance. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont complètement manquer d'empathie et vont pas tout tomber juste parce qu'en fait, ils vont pas savoir trouver le bon mot et comprendre quel impact ils vont avoir sur la personne. Donc là, évidemment, les leviers sont pas du tout les mêmes à travailler. Voilà. Donc c'est ça qu'apportent les neurosciences, c'est de pouvoir aller descendre un peu plus profond et aussi adapter sur parfois des facteurs personnels qui vont influencer les compétences, comme la motivation à faire quelque chose ou même des critères autour du bien-être, de la conscience de soi. Voilà pour la partie quoi mesurer. Et puis, autre chose, le choix de la modalité. Donc en plus, vous l'avez mis dans le chat, il y a une problématique, c'est que les budgets se resserrent et qu'on n'a pas forcément envie de vraiment pouvoir aujourd'hui faire on n'a pas forcément toujours la possibilité d'avoir tous les budgets qu'on souhaite sur ces sujets. Alors, il faut aller convaincre sur l'impact. On va essayer de vous montrer avec l'intelligence collective l'impact sur la performance. Je pense qu'elle vous donnera quelques clés. Et puis, en tout cas, si on regarde les modalités, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, eh bien, les neurosciences, elles donnent pas mal de clés qu'on peut implémenter dans des parcours et des programmes de formation. Alors déjà, il y a un truc à pas rater. Il faut de l'individuel parce que le levier clé, c'est quand même de faire réfléchir la personne sur elle-même. Donc, vous avez à un moment besoin d'une brique individuelle dans un de vos parcours pour vos managers, par exemple, parce que réfléchir sur soi, ça reste le levier numéro 1. Mais ce n'est pas le seul. Donc, idéalement, il faut aussi ajouter d'autres briques qui permettent à la personne d'être active en collectif, mais ça peut être fait aussi d'ailleurs en individuel. L'idée, c'est de pouvoir appliquer dans des choses concrètes et être actif dans son apprentissage. Pouvoir aussi expliciter pour soi ou pour les autres, ça c'est un peu une sous-dimension d'être actif. Mais quand on arrive à expliciter quelque chose, par exemple quand on est formateur de formateurs, c'est là où on apprend le mieux, de manière paradoxale. Multiplier les modalités, et puis enfin espacer, donc ça plaide plutôt pour éviter les programmes où il y a juste un jour en présentiel ou 2 jours en présentiel et puis rien du tout, ou rien avant, rien après. Ça, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas recommandé parce que vous perdez la capacité à y revenir et à finalement faire de l'impact en ayant des séquences un peu espacées dans la durée. Voilà pour les bonnes pratiques. Alors, c'est pas tout, j'ai un petit bonus. Souvent, on me pose la question de la gamification. Et on me dit, la gamification, c'est peut-être un peu gadget. Alors, nous, en plus, on va utiliser, dans certaines de nos modalités, on va utiliser de la réalité virtuelle ou des jeux immersifs. On nous dira, on ne voudrait pas que ce soit gadget. Donc, je vais répondre à cette question. Et également, souvent, j'ai beaucoup de clients qui me disent, je voudrais des choses très pratiques, je veux une boîte à outils. Voilà. Alors, je vais faire un peu le match. Je vous donne tout de suite le résultat, c'est qu'en fait, les deux gagnent. Donc, la gamification, c'est super impactant. On est tous de grands enfants, donc apprendre par le jeu, ça reste quand même constitutif de la manière dont on a appris, même quand on était jeune, et beaucoup sur les savoir-être. Si vous mettez de la gamification à bon escient, c'est 40% de plus d'impact. Parce que ça crée une émotion, ça crée un ancrage qui est particulier, qui va se coder un peu différemment dans le cerveau. Donc, c'est dommage de s'en priver. Par contre, du jeu pas à propos, qui va juste apporter de la gamification pour de la gamification, ça, c'est plutôt non. Ça va apporter plus de la distraction et ça va pas, au contraire, ça va nuire à l'impact. Donc, du jeu, mais à bon escient, c'est-à-dire qui sert vraiment l'objectif d'apprentissage. Et puis, la boîte à outils, c'est pareil. Super impact pour mesurer de la capacité à concrétiser dans son quotidien des comportements, des techniques. Donc, top.
Mais attention, si vous donnez de l'outil pour de l'outil qui reste sur le mur du garage, ça ne sert à rien non plus. Voilà. Donc les deux à utiliser à bon escient pour avoir de l'impact. Alors nous, chez Oman, ça fait 8 ans qu'on existe. On a travaillé avec de grands labos de recherche. On a publié avec eux, donc des publications scientifiques. On travaille avec l'armée, on travaille avec les chirurgiens de l'AP-HP sur leurs compétences comportementales au bloc opératoire. Voilà, on a plein de sujets de recherche passionnants. Mais surtout, ce que ça nous a permis, cette recherche, c'est de créer des outils qui vraiment traduisent le meilleur des neurosciences et qui respectent les principes pédagogiques dont on vient de discuter. Alors, les 5 principes, les 5 parties pris que vous allez retrouver dans notre méthode, alors ça va être vrai dans des programmes individuels, parce qu'on a des briques individuelles qui vont se passer en autonomie, en ligne, où là, on utilise plutôt des modalités sur plateforme. Et puis, ça va être vrai aussi dans nos modules plus collectifs. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un référentiel déjà qui est holistique. Une personne, elle n'est pas manager d'un côté de son cerveau, et puis une personne à la maison, ou un collaborateur, ou une maman à la maison. Voilà, en général, c'est un seul et même cerveau pour toutes les personnes. Donc, il faut aller aussi aider la personne à comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants, et notamment d'aller utiliser ce levier des émotions qui est souvent très sous-utilisé et mal connu. On se fait beaucoup de fausses idées sur la partie émotionnelle. Donc, nous, on a vraiment ça constitutif dans notre modèle. On engage par la gamification. Et puis, l'avantage, c'est quand on vous met dans une petite situation pour que vous puissiez vous évaluer sur la gestion des émotions, sur la capacité à collaborer, sur la capacité à innover, et ben, ça va vous donner des données. Et c'est ça qu'on fait dans notre pédagogie, c'est que toujours, il y a un retour qui vous permet de comprendre et quelque part de vous observer par rapport au jeu que vous avez vécu, quel score vous avez, comment vous vous comparez par rapport à la moyenne des gens qui vous ressemblent. La donnée aussi, ça nous permet autre chose que la conscience active de soi, qui est vraiment extrêmement puissante, comme on l'a vu dans la pédagogie, mais ça va aussi permettre d'individualiser. Parce que ce soit Emmanuel ou moi, on ne va pas avoir les mêmes leviers à travailler quand on veut déployer une meilleure collaboration dans un environnement complexe, influencé, ou alors être innovante. Voilà, on n'aura pas les mêmes ressources et donc on n'aura pas les mêmes exercices. Et c'est ça qu'on apporte aussi, c'est des boîtes à outils, des techniques qui ont été validées en neurosciences. Voilà pour la neuropédagogie, mais j'ai assez parlé et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse le vivre ensemble. Alors évidemment, on a peu de temps, donc on va vous faire un petit extrait qu'on espère significatif de notre pédagogie. Alors, comme on ne peut pas vous faire tester un parcours individuel, ça n'aurait pas de sens dans un format webinar, on va vous faire tester un petit bout de module collectif qu'on déploie notamment pour une formation de manager sur les nouvelles pratiques managériales. Alors, Emmanuel, je te laisse la main. Et avant ça, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse refaire un petit sondage, parce que là, ce qu'on voudrait vous faire expérimenter, c'est que par rapport à la neuropédagogie, comment est-ce qu'on l'utilise sur l'intelligence collective? Et je crois que le sondage, il est prêt, c'est ça? Alors, on y va. Oui. J'y suis. Alors, hop, normalement, ça part. Quand on cumule tout ce qu'on vient de vous dire, quand on combine les neurosciences, l'intelligence artificielle, la gamification, quand on collecte les données comme Clarisse vient de les spécifier, justement, on peut en avoir un impact sur le bien-être et la performance des collaborateurs et aussi sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que vous en pensez de ça, c'est-à-dire, selon vous, quel est le facteur clé pour créer de l'intelligence collective? Alors, pareil que tout à l'heure, vous allez avoir plusieurs réponses, sauf que elles sont... Attendez, je vais juste vous les répéter. Alors, communiquer, organiser, être à l'écoute, se répartir les rôles, avoir des règles de fonctionnement claires et efficaces dans l'équipe, gérer de la confiance et sécurité pour chacun, bien se connaître dans l'équipe. Alors, on a un certain nombre de personnes qui ont voté. Si vous avez tous fini, attention, je vous laisse encore quelques secondes. On a clairement des gagnants, c'est intéressant. Alors, le grand gagnant, c'est créer de la confiance et sécurité pour chacun, déjà. Ensuite, on a communiquer et être à l'écoute. Ah, c'est pas mal, vous êtes plutôt bon par rapport à ce qu'on va vous raconter. Ouais. Et se répartir les rôles. D'accord, très bien. Bon, ça met bien en jambe et puis ça introduit bien le sujet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer quel aurait été le nuage de mots
situé par rapport aux différentes études qui ont été effectuées en neurosciences par les grands laboratoires des universités américaines, comme par exemple MIT ou Harvard, on aurait obtenu ce que vous voyez à l'écran. Et vous voyez que ce qui ressort le plus, eh ben, c'est le sujet de l'information. On parle du sujet de l'information autour de la performance et de l'intelligence collective. Ben, pourquoi? Et ça, eh ben, c'est ce qu'on va voir ensuite. Euh, je vois juste plus mon écran, donc un instant, s'il vous plaît, désolé. Alors, pendant que tu retrouves Voilà. ton écran, j'ai une question à laquelle je voulais répondre. Ah, Est-ce que vas-y. ce moment individuel n'est pas très français ou vraiment neurologique? Alors, je ne sais pas exactement comment interpréter la question. En tout cas, on fait nos solutions en français et en anglais. Neurologique, pas vraiment, parce qu'on ne va pas non plus aller trifouiller dans votre cerveau, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, on fait des tests qui sont traduits de choses qui ont été validées en laboratoire. Alors, si je vous donne un exemple, on vous fait jouer à un petit jeu qui vous permet de mesurer votre prise de risque. Alors, vous jouez juste à une petite scénette qui dure 3 à 5 minutes dans un format jeu, où il faut que vous fassiez des choix, gonfliez des ballons, enfin, vous êtes dans un scénario. Et en fait, ce jeu est très connu. Il a été mesuré qu'on va mesurer avec des calculs de score de comment vous répondez au jeu. On sait qu'on mesure votre prise de risque et ça a même été validé en laboratoire par l'imagerie cérébrale. Nous, on ne vous fait pas d'imagerie cérébrale. Ça nous permet juste de savoir qu'on sait exactement ce qu'on mesure. Voilà. Donc, ça nous permet de vous donner un score sur comment vous prenez des risques et ce qui va nous permettre aussi de vous montrer comment vous pouvez potentiellement innover plus ou prendre plus d'initiatives dans votre quotidien. Voilà. Donc Emmanuel, tu as dû retrouver, j'ai fait un petit aparté, on revient sur notre intelligence collective. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Donc, du coup, cette partie d'intelligence collective, quel est le facteur clé pour créer de l'intelligence collective? Vous avez commencé à y répondre. Et ce que je disais, c'est que quand on synthétise toutes les données, toutes les recherches, ce qui ressort le plus, c'est l'information. Et pourquoi? Parce que, en fait, quand vous avez plus d'informations de qualité à échanger et à transmettre, alors oui, c'est égal à plus de performance, plus d'intelligence collective. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez favoriser l'intelligence et la performance collective, il faut que vous augmentiez la quantité d'informations échangées. Et c'est ce qu'on peut voir donc sur ce slide-là, là, comment partager plus d'informations dans l'équipe. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'information disponible? On a plusieurs leviers. D'abord, c'est augmenter la capacité à chacun dans votre équipe de se sentir en sécurité, de partager de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement d'oser dire les choses. Ben, on a bien vu parfois qu'il arrive en entreprise que ça peut être délicat ou sensible quand on est sur un gros projet très complexe et très critique qui va prendre du retard. On peut avoir peut-être peur d'oser justement alerter sur ce retard. Ben, l'idée là, c'est justement d'éviter ça et de ne pas avoir d'autocensure par rapport à ça. La deuxième chose, c'est de montrer la voie. Et montrer la voie, ça veut dire l'exemplarité. Ça veut dire qu'en tant que leader ou manager, c'est important de favoriser une communication avec les autres autour de vous qui ne met pas l'information et qui, comme je disais tout à l'heure, ne favorise pas l'autocensure. Ensuite, il va y avoir un autre levier qui est de comment capter plus d'informations en instaurant un climat d'écoute active et d'empathie. En fait, là, on est focalisé sur qu'est-ce qu'on capte et d'essayer d'étendre cette zone-là. Qu'est-ce qu'on capte? C'est quoi? C'est augmenter ce qu'on intercepte en termes d'informations, ce qu'on en comprend. En général, on saisit une petite partie de cette information et pas la globalité. Et pour en engranger plus, c'est important de pratiquer l'écoute active, notamment sur les aspects émotionnels, parce que souvent, on écoute les aspects pratiques. Ça voudrait dire, bon, ben, le projet risque d'avoir du retard à 50%, et on va négliger les aspects émotionnels. Mon ressenti, c'est que mon niveau de confiance, il n'est pas à 50% de retard, il est à 75%, en fait. Donc, je me sens stressée par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, ça va avoir un impact sur l'intelligence et la performance collective. On parle ici d'empathie aussi. Écoute active, ça veut aussi dire observer les autres, observer ce qu'ils ressentent, observer si ce qu'ils sont en train de montrer factuellement est aligné avec ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur. Et justement, c'est le bon moment pour nous de faire l'exercice de mise en application qui s'y rapporte, comme tu en parlais, Clarisse, juste avant. C'est en général un exercice, un jeu sérieux, un exercice qu'on peut faire sur mobile aussi. Et vous allez avoir chacun, en fait, quelques secondes pour identifier l'émotion de la personne sur chaque photo. Je te laisse si tu veux continuer à expliquer comment ça va se passer. Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Ok, super. Alors effectivement, pour aller vous comprendre un peu ce qu'on veut dire, on va pas
travailler trop sur les 2 premiers leviers autour de la sécurité psychologique, autour du leader authentique sur ses vulnérabilités. On va vraiment se focaliser sur celui-ci parce qu'on a peu de temps. Je vais vous demander de faire un micro-extrait d'un jeu normalement que vous auriez fait en amont, qui aurait été fait sur notre plateforme juste avant la formation pour que vous puissiez vous auto-évaluer. Là, on va faire un petit extrait live. Alors évidemment, sur la plateforme, ça c'est un petit peu gamifié, donc vous allez avoir un scénario, vous êtes dans la prison d'Alcatraz. L'idée, c'est de toucher du doigt ce que ça veut dire instaurer un climat d'écoute active et d'empathie. Alors, si vous êtes prêts, je vais lancer le petit jeu. Je vais vous montrer des situations, des visages même, pour être plus précise, et vous allez devoir choisir un des quatre adjectifs qui se rapportent le mieux à ce visage. Si vous avez juste, quand je donne la réponse, vous comptez 1 point. Si vous n'avez pas juste, vous n'avez pas choisi le bon adjectif, vous comptez 0. C'est parti, il va juste y en avoir 3, ça va être un court extrait. Alors, est-ce que cette personne s'excuse, est amicale, est mal à l'aise, et je n'arrive pas à lire l'autre parce que mon écran le cache. Emmanuel, c'est Démoralisé. démoralisé. Attention, je vous laisse. Vous le faites juste dans votre tête, vous notez 1 point après quand je vais donner la réponse. 3, 2, 1, faites vos jeux. Alors, vous avez bien vous voyez bien la réponse qui est il est mal à l'aise. C'est ça? Emmanuel, tu vois bien la réponse parce que je ne la vois pas en fait. Oui, tout à fait. Oui. La réponse est bien visible. Très bien. Il est Je mal à vais vous l'aise. dire les 4 adjectifs parce qu'avec comme je suis animatrice, je ne peux pas avoir l'entièreté de l'écran. Alors, deuxième possibilité. Est-ce qu'elle est agacée? Elle était horrifiée? Et vas-y, lis-moi les autres parce que je ne les vois pas. Hostile ou préoccupé. Super, merci. Attention, faites vos jeux. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà la réponse. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez. Préoccupé. Préoccupé. Et enfin, dernier visage. Maintenant que vous êtes à l'aise, je vais aller plus vite. Est-ce qu'il est prudent? Est-ce qu'il est insistant? Ennuyant ou effondré. Alors, faites vos jeux. 3, 2, 1. Il est prudent. Voilà, alors c'est un petit extrait. Normalement, vous en feriez 10 fois plus, même un petit peu plus que 10 fois plus. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est ce que ça mesure, ce que ça met en lumière. Ça met en lumière une compétence sur laquelle on ne conscientise pas forcément très bien, parce qu'on ne nous l'a pas appris aussi sur les bancs de l'école, surtout en France, j'ai envie de dire, qui est la compétence qu'on appellerait empathie. Alors, si vous faites la somme de vos points, si vous avez 3, vous êtes plutôt au-dessus de la moyenne. Après, ça serait à confirmer sur un test beaucoup plus large. Je vous avoue que l'échantillon est un peu faible. Si vous avez 2, vous êtes exactement dans la moyenne. Et si vous avez 1 ou 0, a priori, mais encore une fois à confirmer, vous pourriez être en dessous de la moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que l'empathie, on a souvent l'impression que ça veut dire dans le langage courant être gentil. Je suis empathique, je suis gentil. Bon. En réalité, là, ce qu'on va vous expliquer et ce qui sort plutôt dans les neurosciences, c'est que c'est pas exactement ça. L'empathie, c'est d'aller comprendre l'émotion de l'autre. L'empathie, c'est finalement, ça fait partie des compétences d'écoute active. C'est écouter avec les yeux. C'est aller essayer de comprendre, une sorte de 6e sens, mais d'aller comprendre ce que la personne ne dit pas, mais qu'elle peut exprimer sur son visage. Voilà. Après, la personne peut être triste ou peut être frustrée, et c'est peut-être pas, vous estimez en tant que manager que c'est pas votre job d'aller traiter le problème, mais vous prenez l'information. C'est ça que ça veut dire, l'empathie. Voilà. Et vous pouvez ajuster potentiellement votre manière de manager ou votre manière d'interagir avec votre collaborateur parce que vous avez pris une information qui vous indique que c'est peut-être pas le moment de lui faire un feedback négatif ou qu'alors vous avez envie de lui poser une question parce que vous sentez qu'il y a un non-dit que vous voulez aller chercher. Voilà. Donc, c'est la première compétence d'écoute active. Pourquoi on en parle? C'est parce que y a des chercheurs du MIT, donc grosse étude à beaucoup de millions de dollars. Ce qu'ils ont fait dans ces chercheurs-là, c'est qu'ils ont pris des équipes. Donc, ils ont pris des équipes de 4-5 personnes, il y en avait 200. Et ces équipes, ils les ont gardées pendant plusieurs jours.
Et ils leur ont fait faire plein de travaux d'équipe. Donc il fallait jouer à un jeu, il fallait organiser un voyage, il fallait faire un design architectural sur un cahier des charges, donc vous voyez des choses assez différentes. Et ils ont essayé de se rendre compte sur, finalement, qu'est-ce qui fait que des équipes s'en sortaient bien et qu'est-ce qui faisait que des équipes ne s'en sortaient beaucoup moins bien. Et ils ont été testés plein de choses pour savoir ce qui expliquait. Et notamment, ils ont été testés le QI. Est-ce que si les gens sont plus cortiqués dans votre équipe, est-ce que vous allez mieux réussir? Alors, un petit peu, mais quand vous voyez, c'est ce qui est mis en bleu là dans les graphiques sur deux types de travaux, c'est pas celui qui fonctionne le mieux, en fait. Le fait que les gens soient intelligents en moyenne ou alors qu'il y ait quelqu'un de très intelligent dans l'équipe, ça vous aide un peu, mais c'est pas ce qui vous aide le plus. Ce qui va vous aider le plus, c'est ce qu'ils ont appelé un facteur d'intelligence collective. Alors ça, c'est complètement incroyable. Même les chercheurs étaient complètement bluffés parce que ça explique 3 à 5 fois mieux la performance que le QI. Alors, qu'est-ce que c'est que ce facteur d'intelligence collective? En fait, c'est l'intelligence émotionnelle. Et même pire, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. C'est mesuré par le test de Baron-Cohen, donc un test très connu qui a été fait dans le monde entier. On a des millions de données sur ce test, des millions de personnes qui ont passé ce test. Et c'est fou parce que rien que ce petit test, il va avoir beaucoup plus d'impact que le QI, alors que on a passé tous 3, 5, parfois 10 années sur les bancs de l'école, de l'université, pour aller essayer de développer ce fameux QI. Alors, si c'est incroyable, si on se pose 2 minutes, en réalité, pourquoi ça a tant d'impact? C'est parce que ce sont finalement, c'est ce que disait Emmanuel, c'est la quantité d'informations. Quand vous avez la capacité à décrypter ça, vous allez capter beaucoup plus d'informations et être beaucoup plus pertinent pour aller lever des doutes en amont ou pour aller potentiellement voir que quelqu'un est en difficulté sur une tâche et d'aller potentiellement aller l'aider dans l'équipe. Donc, c'est beaucoup plus puissant parce que ça permet d'aller préventivement et finalement adapter la résolution de problèmes en équipe face à une situation. Voilà. Alors, Emmanuel, comment on développe ça au quotidien? Rapidement, parce qu'on est un peu en retard. Non, parce qu'on a vu que au quotidien, c'était important de mieux capter l'information et de développer son empathie pour améliorer la performance et l'intelligence collective. Mais bon, concrètement, on fait comment? En fait, tout basiquement, déjà, on peut vous transmettre 2 techniques qui pourraient vous aider au quotidien dès aujourd'hui. Si vous voulez les essayer après ce webinaire, d'ailleurs, vous les êtes les bienvenus. La première, c'est de prendre 30 secondes en début de point avec un collaborateur pour l'écouter et l'observer. C'est-à-dire faire un petit peu ce que vous avez fait tout à l'heure avec le test de Cohen-Baron, regarder un petit peu ses ressentis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, vous avez peut-être l'impression que c'est pas si simple, mais il a été prouvé qu'en 30 secondes seulement, on pouvait reconnaître les émotions des autres et donc on peut s'entraîner à le faire. On peut s'entraîner à le faire de manière consciente. Et là, vous allez observer les émotions en étant attentif évidemment au verbal de la personne, au paraverbal, c'est-à-dire le ton qu'il emploie, mais aussi au non-verbal, c'est-à-dire le langage corporel. Et là, une fois que vous aurez peut-être saisi que, je sais pas, aujourd'hui la personne est en joie, ou alors que la personne elle est stressée, ou qu'elle a le trac, elle a un petit peu peur, vous allez pouvoir ajuster votre comportement en fonction de ce que vous avez repéré. Par exemple, c'est peut-être pas le moment de faire un feedback à la personne si vous avez détecté que son niveau d'énergie, il a l'air assez bas et qu'elle n'a pas l'air dans son assiette, cette personne. Donc, en fonction de ce que vous percevez, vous pouvez personnaliser et adapter votre management. Donc voilà, ça c'est la première petite technique. Ensuite, la deuxième que vous pouvez faire aussi, c'est d'un point de vue collectif. Là, on a parlé plutôt d'un point de vue individuel, mais vous pouvez aussi appliquer cela en collectif, mais cette fois en organisant un petit peu plus le processus, que ce soit un processus qui soit conscient et acté par tout le monde. Là, on va aller s'inspirer des techniques de management agile, en fait, pour faire ça. C'est très simple à faire, franchement, il suffit juste d'y penser, ça prend même pas 5 minutes. On va faire ce qu'on appelle un check-in express en début de réunion d'équipe, par exemple, en mode tour de table, et on va utiliser un support que Clarisse est en train de vous montrer, et qui va permettre aux personnes de verbaliser justement leurs ressentis. Donc vous voyez qu'il y en a 2, c'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui là, comment je me sens aujourd'hui au niveau émotionnel. Donc je peux me sentir, il y a plein de choses, je peux me sentir heureux, je peux me sentir serein, je peux me sentir découragé, je peux me sentir avoir le trac, etc. Et après, demander aux personnes leur niveau d'énergie, c'est-à-dire où est-ce qu'elles se situent sur la tranche entre 20 et 100%. En général, rien que le fait de verbaliser ses ressentis permet au niveau d'énergie de la personne d'augmenter.
C'est pour ça aussi que c'est important de le faire en début de réunion. Voilà, donc si par exemple un de vos collaborateurs, mais d'ailleurs ça aurait pu être notre cas, si un de vos collaborateurs se sent stressé par une présentation à faire devant beaucoup de monde ou devant le top management, rien que le fait de l'écouter authentiquement sur ses ressentis et son niveau d'énergie peut commencer à le rassurer et le réénergiser. Alors voilà pour les petites techniques. Bon, ça reste un extrait, bien entendu, et dans un format pas toujours propice à la formation, puisqu'on ne peut pas vous entendre. D'ailleurs, si vous avez des réactions ou des questions dans le chat, c'est bienvenu. On voulait en tout cas vous montrer cette petite capsule de ce qui est fait chez Omind dans les modules collectifs. Alors, place un peu plutôt à de l'ingénierie, puisque on va dire, chaque entreprise est différente, n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas aussi les mêmes besoins pour ces différentes populations. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une banque de modules qu'on va pouvoir déployer dans un contexte, soit faire un programme complet avec Omind, soit un bout de programme complété par d'autres modules qui sont faits par d'autres prestataires. C'est vraiment comme ça que notre boîte à outils, elle est construite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des formules qui sont plutôt individuelles. Donc, on en a 2 qui vont s'arrêter à l'autodiagnostic plus ou moins approfondi, qui permet de se mettre en mouvement et de libérer cette fameuse motivation intrinsèque à se transformer. Et puis, un programme un peu plus complet qui va même rajouter du coaching et qui va être ce qu'on appelle du coaching augmenté. Donc, c'est vrai qu'en général, dans nos programmes, on a une formule individuelle. Ce n'est pas strictement nécessaire d'un point de vue pédagogique, puisqu'on arrive aussi parfois à déployer juste des parties collectives. Après, nous, on espère vous avoir convaincu que quand même la partie individuelle peut être extrêmement bénéfique, même si c'est au niveau d'une prise de conscience, on va dire, de premier niveau. En tout cas, on a des bootcamps expérientiels qui vont utiliser des technologies, de la réalité virtuelle, des jeux d'évasion multimodaux, ou alors de la formation plus traditionnelle, mais qui reprend toujours notre pédagogie très active et qui va aller aider à prendre en main finalement des compétences un peu cachées pour les mettre en situation de manière très concrète, dans des cas pratiques, dans la pédagogie Omind. Voilà. Alors, pour vous en parler un petit peu plus, rien de mieux qu'un exemple. On va vous parler d'un cas d'usage numéro 1. Alors, on a choisi des cas d'usage que Emmanuelle a elle-même accompagnés, comme ça elle peut en parler de son propre ressenti. Là, en l'occurrence, c'est dans le domaine du conseil. Alors, on a plusieurs références dans le conseil, j'en ai mis quelques-unes. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit, évidemment, pour ce cas d'usage, mais c'était un membre un de nos clients qui voulait renforcer ses jeunes managers, donc nouvellement promus. La particularité dans le conseil, c'est qu'ils sont promus assez jeunes quand même, puisque ça fait partie du modèle, la pyramide des âges dans cette industrie-là. Ce qu'ils ont mis en place, c'est un programme individuel qu'on appelle Launch. C'est celui qui est intermédiaire. On va avoir à la fois une partie en ligne, mais on va aussi avoir un débriefing avec un coach. Donc, c'est pour ça qu'il est intermédiaire. Il y a quand même une intervention humaine. Et on y a ajouté, lors d'une journée, en fait, on intervient sur un bootcamp, qui est celui sur la gestion de l'énergie, donc plutôt la gestion des émotions, avec une tonalité aussi de les sensibiliser sur la gestion des RPS pour avoir un management bienveillant. Voilà. Et sur la journée, il y a d'autres ateliers qui sont faits par d'autres prestataires sur la diversité et l'inclusion. On en a un, voilà, on a différentes thématiques sur la RSE. Nous, on intervient en collectif que sur un module sur les 3. Alors concrètement, je vous montre juste, mais je vais passer vite. Ce que ça veut dire, c'est que dans le parcours qui vivent en amont, qui se passe sur notre plateforme, ils ont une courte montée à bord. Alors tout ça, c'est gamifié et c'est très joli. Ils ont la partie expérimentation. Ils vont passer des petits jeux sérieux et des questions qui vont leur permettre de s'auto-positionner. Et ils vont découvrir leurs résultats en autonomie. Donc, ils ont un parcours interactif, en fait, où ils découvrent leurs résultats et comprennent les différents éléments. Ils ont des premières recommandations. Et puis, c'est ça qu'ils vont approfondir avec leur coach, puisqu'ils ont un débriefing quand même de 90 minutes qui leur permet de vraiment se mettre en mouvement, identifier des choses très concrètes qu'ils vont mettre en place à horizon 3 mois, 6 mois, 12 mois dans leur prise de poste managériale. Oui, et qui est en plus réellement boostant. Et justement, je voulais prendre le cas avec vous d'un manager d'une équipe de commerciaux d'une grande société de conseil que j'appellerai Nicolas. Alors, par souci de confidentialité pour les clients, en coaching, on ne divulgue pas justement les cas. C'est pour ça qu'on se permet de prendre des entreprises et noms fictifs. Donc, je prends le cas de Nicolas qui a fait un parcours launch, justement. Et en fait, sa problématique à lui, c'est qu'il doit souvent assister à des réunions avec des personnes qu'il pense, ou en tout cas qu'il observe être plus extraverties que lui, plus loquaces, plus rapides à trouver des idées, à prendre des décisions.
alors que lui, il me dit que il a besoin de temps de réflexion et qu'il aime bien récolter un maximum d'informations pour pouvoir peser les pour et les contre avant de donner son avis ou avant de décider. Donc, avec le parcours, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la première prise de conscience a été que son mode de fonctionnement, il n'était pas si mauvais que ça. C'est que le fait de devoir justement, de pouvoir prendre le temps d'analyser la situation pouvait être une force pour l'entreprise, plus que de réagir immédiatement. Et il a aussi compris qu'il avait du mal à appréhender les environnements incertains, changeants et ambigus. Donc, ce qu'il a pu aussi, ce dont il a pu s'apercevoir en fait dans le rapport, dans le débrief du rapport, dans les compétences clés et socles qu'on a pu explorer, c'est que la clé pour lui réside dans l'utilisation de ses émotions et donc de son intuition, parce qu'en fait, il avait tendance à s'appuyer seulement sur l'aspect rationnel des choses et non pas sur ce qu'il pouvait ressentir des modalités ou des idées qui étaient proposées. Donc maintenant, il a compris que pour enrichir sa prise de décision, il peut à la fois utiliser son raisonnement et son intuition, ses émotions, c'est-à-dire, et pouvoir prendre des décisions un petit peu plus éclairées, un petit peu plus rapidement, dans des situations où ça doit se faire. Et en plus de ça, OMind, grâce à ces outils et grâce à l'analyse des données, a pu faire des recommandations individualisées à cette personne, qui lui a proposé de s'inscrire à une formation en intelligence émotionnelle justement pour mieux percevoir, reconnaître et gérer ses émotions, mais aussi de se faire de faire une proposition de se faire mentorer par potentiellement un manager plus senior qui l'aidera à mieux écouter et faire confiance à son expérience et à son intuition en situation d'incertitude. Voilà, donc Pour, une belle expérience. Pour synthétiser, merci Emmanuel, c'est assez parlant, je trouve. Ça permet, on voit bien le persona. Ce qui est intéressant en fait dans cet outil, alors là on n'est qu'au niveau de la prise de conscience, mais c'est très puissant. Ce qu'on voit chez OMind, c'est que plus des 3/4 des gens, des personnes, alors tout niveau hiérarchique, si on lui pose que des auto-évaluations par questionnaire, il va passer un peu à côté de la plaque de tout ce qu'on vient de dire en fait, parce qu'il va rester à la surface et il ne se connaît pas bien. Donc 77% des gens se trompent sur au moins 2 compétences, ce qui est beaucoup. Et donc l'intérêt des solutions OMind, parce qu'on va aller chercher sur des jeux sérieux, c'est d'aller mettre en lumière des ressources, mais aussi parfois des challenges un peu cachés ou des blocages, et donc créer ce déblocage comme l'a bien décrit Emmanuel. Voilà. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes, même si en fait tous les profils ont des zones d'ombre, même les dirigeants d'ailleurs, ou les femmes qui se sous-estiment. Mais les jeunes ont vraiment une problématique à bien maîtriser le sujet et à prendre du recul par rapport à leurs émotions. Ça, c'est quelque chose qu'on voit statistiquement dans nos bases de données. Alors, cas d'usage numéro 2, Emmanuel, on est plutôt dans le domaine des services cette fois-ci, de manière plus large. Alors, je précise qu'on travaille aussi dans les services bancaires et assurances, on travaille aussi dans l'industrie beaucoup. Je ne vais pas citer parce qu'Emmanuel n'est pas intervenu avec nous récemment sur ces références-là. En tout cas, là, on est dans une entreprise qui veut mettre en place du coaching, qui veut mettre une solution plutôt de plateforme, parce qu'ils veulent pouvoir faire quelque chose plus à l'échelle. Et comme ils veulent le mettre auprès de tous leurs managers, ils se disent, tiens, et si on testait au niveau du COMEX? Alors, on leur a déployé notre solution de coaching augmentée, c'est-à-dire un coaching où il y a à la fois de la technologie et du coaching. Et puis en même temps, comme c'était le COMEX, on leur a dit, vous travailleriez bien sur votre collectif. Là, c'était un petit peu plus opportuniste. Mais on a travaillé aussi en collectif sur vraiment le fonctionnement du COMEX, qui n'était pas la demande initiale, donc je ne le dérangerai pas, mais on a fait un bootcamp expérientiel avec des jeux qui ont extrêmement bien fonctionné qui ont capacité à changer la manière dont ils collaboraient ensemble. Alors, le parcours qu'ils ont fait, Emmanuel l'a un peu dit, ça va plus loin que ce que je vous ai montré sur le cas d'usage numéro 1, puisque après la mise en mouvement et la prise de conscience, on va vraiment aller travailler sur un comportement et ça va associer à la fois du digital, qui est vraiment des modules et des exercices qui sont personnalisés par l'IA, plus du coaching, et une mesure à l'impact à la fin. Alors Emmanuel, parle-nous de la personne, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Claire qui est DG en fait d'une succursale française d'une grande société informatique. Et en fait, sa problématique à Claire, c'est que elle aimerait pouvoir apprendre à donner et recevoir du feedback de manière assertive en situation difficile. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, Claire, elle m'a confié qu'elle doit souvent assister à des réunions qui sont très complexes avec les partenaires sociaux, vu son statut, mais elle doit aussi répondre directement aux insatisfactions qui sont parfois véhémentes de ses clients.
Et justement, elle se retrouve souvent comme se sentant bloquée mentalement et elle a des difficultés à exprimer, à répondre, à recadrer, à avoir de la répartie. Et quand il faut donner ou même recevoir du feedback, elle se sent, euh, elle se sent en difficulté. Elle me confie aussi qu'elle ressent de fortes émotions quand ça arrive et qui lui semble altérer sa capacité à réagir. Elle a peur de surréagir, en fait, ou elle a peur de ne rien dire, et donc de ne pas pouvoir faire passer ses idées. Et pour elle, en termes d'exemplarité, elle trouve qu'elle pourrait faire mieux, justement. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'à l'issue de l'accompagnement, et qui finalement, comme disait Clarisse, allait un peu plus loin, c'est-à-dire il y a eu le rapport de données, le débrief d'un rapport de données, mais il y a aussi 2 ou 3 autres séances de coaching par la suite. À l'issue de l'accompagnement, Claire m'a dit qu'elle comprenait à présent qu'en situation de conflit ou de tension, là aussi, elle pouvait s'appuyer et agir sur ses émotions et prendre du recul pour les réguler et pour adopter une posture où elle allait pouvoir donner une réponse appropriée aux personnes en face d'elle, de manière assertive, mais aussi en préservant son estime d'elle-même et l'estime de ses interlocuteurs et de ses équipes. Et grâce avec ce programme-là qu'on appelle le programme Ascente, il a été possible de mesurer plus finement ces progrès-là. Alors, On a eu, ouais, voilà, plus c'est 34. un impact qui est assez, entre guillemets, standard avec ce qu'on mesure en moyenne pour les accompagnements au MIND. Donc, on a eu des progrès clairs sur la partie auto-évaluation, mais aussi sur les compétences qu'on remesure à la fin par des jeux. Et on voit des progrès très significatifs. Et ça, c'est vraiment l'impact. Tu disais, Emmanuel, hein, que on gagne entre 3 et 5 séances de coaching rien que parce qu'on a ce diagnostic extrêmement Oui, oui, complètement. Mm. Alors voilà, vous connaissez un peu de choses sur Omine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Leïla pour en discuter ou à me contacter sur LinkedIn. J'ai envie de dire, on a une solution pour à peu près toutes les problématiques avec notre belle boîte à outils. Et puis, voilà, on a le meilleur de la neuropédagogie finalement sur étagère qu'on peut assembler pour vos besoins. Merci d'avoir été présent. On espère vous retrouver sur des prochains webinars. Et puis, voilà, à très vite. Merci, au revoir à tous.